Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour faire le point de mes lectures de janvier. Du coup, en janvier, j'ai lu 4 romans et beaucoup de graphiques. Les graphiques, je sais jamais si je dois vous en parler ou pas et je suis pris la décision là cette fois de pas en parler. Peut-être que prochainement j'en parlerai. Je profite de ce nouveau cadre avec mes nouvelles bibliothèques, donc je suis trop fan. Donc voilà, j'en profite. Donc là, c'est un peu le bordel là. Il faut juste que je range un peu plus de ce côté-là. J'ai pas assez de place pour tout ranger. En fait, en face de moi, j'ai encore mon ancienne cage. C'est ce que j'appelle la cage. C'était ma grosse structure avec toute mes bibliothèques. Bref, qui est pas fini de trier. Il me faut encore de la place. Donc, je vais d'ici quelques mois en racheter pour pouvoir vider complètement cette cage et pouvoir ranger complètement ces bibliothèques. Bref, 4 romans. Ça a été un petit mois de lecture en janvier, mais c'était plutôt pas mal en soi. J'ai eu des bonnes lectures en janvier. Voilà, 4 lectures, c'est déjà bien, je trouve, pour reprendre une bonne année 2023. Je vais commencer. Alors, il y a 3 fantasy et un polar, donc c'est pas très varié. Je vais commencer par un fantasy jeunesse, un peu ma Madeleine de Proust, donc Les Chevaliers d'Émeraude. Le tome 1, Le Feu dans le ciel, c'est de Anne Robillard et c'est aux éditions Michel Lafonpoche. Je dis que c'est un peu ma Madeleine de Proust parce que ces romans, je les avais lus, j'avais entre 12 et 13 ans, je crois. La première fois que je les ai lus, donc c'est une relecture. J'avais toujours dit qu'un jour je me les referais et je sais pas, cette année je me suis motivé à les faire. J'ai vu qu'ils étaient disponibles en audio en plus, donc du coup, voilà, autant se faire plaisir et enchaîner en audio sur ces lectures. Les Chevaliers d'Émeraude, de quoi ça parle? On va suivre des chevaliers d'Émeraude qui sont un peu la garde rapprochée du royaume d'Enkidiv. Faut savoir qu'il y a 5 siècles, une tribu d'hommes insectes avait tenté d'envahir le royaume d'Enkidiv et dans l'urgence, le roi de l'époque avait recruté tout plein de paysans et de soldats pour affronter cet ennemi. On leur avait conféré des pouvoirs magiques et il y avait eu des conséquences à cette guerre. L'ennemi avait été repoussé, la victoire avait été gagnée pour Enkidiv. Mais plus tard, ils ont appris que après 500 ans, l'ennemi allait revenir envahir ces terres, donc il fallait former tout de suite un nouvel ordre de chevalerie et ils vont aller recruter des enfants qui ont déjà des prédispositions à la magie pour former ce nouvel ordre de chevalerie. C'est là qu'on va suivre du coup l'ordre de chevalerie, la nouvelle génération de ces chevaliers, avec à leur tête Wellan, donc qui est l'homme ici présent, qui va se donner, voilà, qui va avoir pour mission de protéger le royaume d'Enkidiv. Donc on va les voir voyager dans les différents royaumes parce que le monde entier, le continent s'appelle Enkidiv, mais il est composé de différents royaumes. Il y a le royaume de Pal, le royaume de Perle, le royaume de Fal, le royaume de Zénor, le royaume d'Émeraude. Voilà, donc on va suivre ces aventures. Il faut savoir que la reine de Chola va arriver, donc qui est un royaume d'Enkidiv, va arriver à Émeraude et déposer leur enfant, qui est en fait l'enfant d'une prophétie. Et Wellan va être chargé de protéger cet enfant au péril de sa vie. Voilà, c'est de la fantasy classique. Hein. On a des elfes, on a des fées, on a des dragons, voilà, des chevaliers avec de la magie. C'est très classique, ça passe plutôt bien pour de la jeunesse. Après, il y a certaines choses qui se passent que je me dis, quand j'avais 12-13 ans, ça passait bien, quoi. Aujourd'hui, on voit quand même les grosses ficelles. Moi, j'aime beaucoup par rapport, voilà, ça me rappelle les aventures que je vivais quand j'étais gamin dans ces histoires. Voilà, après, c'est des grosses ficelles, on sait tout de suite l'intrigue, hein, le bien triomphe toujours du mal, la prophétie, etc. C'est une très longue saga qui fait 12 tomes, juste cette partie-là, parce qu'après vous avez une autre suite de saga. La saga se poursuit sur plusieurs titres. Et voilà, on va apprendre le passé de ces chevaliers, de leur histoire, on va apprendre l'histoire du royaume d'Émeraude. Voilà, ça se lit vite, hein, c'est écrit très gros en plus. Il fait celui-là, c'est le plus court, je crois. Il fait 380 pages, près celui-là. C'est le plus court de la saga. Écoutez, moi, voilà, je me suis laissé retenter. J'avais dit que je les relirais. Et pour le moment, j'en lis un par mois. Donc, ça me convient parfaitement avec voilà, Anne Robillard, que j'avais rencontrée quand j'étais... la première année où je suis venu vivre à Grenoble, je l'avais rencontrée. Elle était venue à la Fnac de Grenoble, à Victor Hugo, pour ceux qui connaissent à peu près Grenoble. Voilà, je l'avais rencontrée, elle faisait c'était sur la suite de cette saga, c'était pas dans celui-là, elle était sur une autre saga qui fait suite à celle-là.
donc qui étaient les héritiers d'Enkidiv, donc justement, voilà, les héritiers des chevaliers d'Enkidiv. Donc elle était venue dédicacer, j'avais pu la rencontrer. Elle vient toujours avec des gens costumés, enfin en cosplay de personnages de sa série. C'était un bon moment, voilà. Donc c'est une autrice québécoise, pour ceux qui ne savent pas aussi, Anne Robillard. Donc c'est très drôle quand j'écoute l'audio, c'est un narrateur québécois qui fait, un lecteur québécois qui fait l'audio. Et donc du coup, voilà, ça fait toujours rire d'entendre de l'accent québécois quand on n'a plus l'habitude de trop l'entendre. Voilà, donc pour si vous voulez, voilà, je dis 12-13 ans, je pense que ça peut facilement le faire. Ils sont en train de les rééditer dans une nouvelle couverture poche que je trouve dégueulasse. Les Chevaliers d'Émeraude, je crois qu'ils ont fini de les rééditer, je les ai vus l'autre fois. Je trouve les couvertures moches, je préfère celle-là, moi personnellement. On a des belles couvertures, voilà, en France, il faut en profiter parce que je crois qu'au Canada, ils ont d'autres couvertures aussi. Voilà, moi je préfère celle-là, je sais pas pourquoi Michel Lafon les a réédités avec une couverture très moche, en plus ils font genre que c'est une édition collector, mais je préfère ma version vintage. Après les goûts et les couleurs, hein, comme d'habitude, ça n'engage que la personne qui le lit. Ensuite, j'ai lu Le Loup des Cordeliers de Henri Lovenbruck aux éditions Pocket. Donc dans ce titre, on est en pleine période de la Révolution française, donc en 1789, on est en mai 1789. On est sur du polar historique, mais on est plus sur le côté historique que polar. En gros, on va suivre Gabriel Joly qui va arriver à la capitale. Son rêve, c'est de devenir journaliste. Et au moment où il arrive à la capitale, dans la fameuse rue des Cordeliers, va sévir un justicier / criminel qui va s'en prendre aux hommes qui agressent des jeunes femmes. Voilà, il les tue à coups d'épée et il est accompagné d'un loup, donc le fameux loup des Cordeliers. Donc Gabriel, lui, il n'a qu'une envie, c'est de mener son enquête pour écrire un article de journal dessus. Le problème, c'est que lui, il est jeune, il a été pistonné pour entrer dans un journal assez connu en France à cette époque, sauf qu'il s'occupe de la rubrique des spectacles, donc c'est pas du tout son kiff, quoi. Et voilà, il aime pas ce qu'il fait, et je sais plus où je voulais en venir, bref, il aime pas ce qu'il fait, donc il veut vraiment enquêter sur ça. Le problème, c'est qu'à cette époque-là, avec tout ce qui se passe, avec le tiers-état, l'Assemblée nationale qui commence à être formée, j'ai oublié le nom là, les trucs d'État. Il y a un truc qui se passe avec les trucs d'État. J'ai oublié le nom, ça me reviendra plus tard. Voilà, et on est dans cette mouvance de la Révolution française. Je dis qu'on est beaucoup plus sur le côté historique que polar, parce que je pense que l'intrigue du polar, en fait, qui moi m'intéresse le plus, sur les 630 pages, elle doit représenter que seulement facilement 230 pages. Voilà. C'est addictif, c'est intéressant si vous êtes intéressé par l'histoire de France, parce que c'est quand même un gros moment de l'histoire de France, hein, pas se le cacher, hein, c'est un moment où on a fait la Révolution française, on a décapité des nobles, on a renversé le pouvoir. Enfin, moi j'y étais pas, hein, je l'ai pas du tout prévu à cette époque, hein, je sais même pas qui était prévu à cette époque dans mon arbre généalogique, mais voilà, la France a renversé le pouvoir en place, ils ont bousculé les codes, ils ont essayé de mettre en place des choses, ils ont mis en place la citoyenneté. Donc on va suivre tout ça, on va être avec des... on va être avec des... Comment ça s'appelle? On va être avec des personnes, des grandes figures de la Révolution française. Je pense à Desmoulins, Robespierre, voilà, avec ces personnes-là qui vont polémiquer sur l'histoire de la France, sur comment on pourrait changer le monde. Donc on est vraiment dans cette approche-là aussi. On a tout un pan historique. Gabriel est un peu naïf, voilà, il débarque de sa campagne, il arrive en ville, il découvre les joies de la ville, les joies de Paris. On est voilà, dans un Paris en 1789 qui est un peu sale, qui est au bord de la famine, parce que la Révolution gronde. Voilà, j'ai passé un très bon moment, la plume de Henri Lovenbruck fait que l'histoire passe toute seule, mais c'est vrai que si vous lisez ce livre pour le côté polar, lisez-le surtout pour le côté historique. Voilà, on apprend à la fin qui est le loup des Cordeliers. J'avais dit quand j'en avais parlé sur Twitch ou sur Insta que la fin, c'est un peu, voilà, si vous n'avez pas le deuxième tome sous la main, c'est un peu débile, un peu dommage, j'ai envie de dire, parce que on finit, voilà, on apprend qui est le loup des Cordeliers et fini. Point, et genre ça finit avec un à suivre, quoi. Vraiment, il écrit à suivre, je crois, dans son livre. Tac, voilà, il écrit à suivre. Je le cache rapidement, mais voilà, c'est écrit à suivre. Le monsieur a écrit à suivre dans son livre pour dire, voilà, pour ceux qui avaient lu en grand format à l'époque, ils devaient se dire,
punaise, va falloir attendre un an. Donc, le tome 2, c'est le mystère de la main rouge que j'ai dans ma palle. Donc, je le lirai avec plaisir, bien entendu. Voilà, c'est vraiment, je pense que pour le prochain tome, je serai beaucoup plus attiré par l'histoire que par le côté polar. Après, c'est mon avis, ça se lit très bien, comme j'ai dit. Les 630 pages, je les ai pas vus passer. On est voilà, dans les grands axes, on a la prise de la Bastille, on a tout ça. Donc ça permet de revoir ces cours d'histoire. Et franchement, j'avais quasiment oublié une bonne partie de mes cours d'histoire et ça me les a remis d'aplomb. Ensuite, je vais vous parler du Trône des Sept Îles de Adaline Grace aux éditions de Saxus. Dans ce titre qui est un tome 1, il faut savoir, voilà, c'est le tome 1 d'une duologie. On va suivre dans ce titre Amora qui est une... oui, la princesse Amora. J'ai toujours peur parce qu'en fait il y a le princesse, la famille et le royaume. Donc elle s'appelle Amora comme la mayonnaise. Dans la famille Montara et qui dirige le royaume de Visidia. Voilà. En gros, cette princesse, elle fait partie d'une famille royale qui gouverne sur tout un agglomérat d'îles, le trône des 7 îles, sur 7 îles. Et en fait, cette famille, elle a la particularité, c'est que le royaume a une particularité, les gens vont partir comme ça, le royaume a une particularité, c'est que chacune des îles a une magie spécifique. Si vous contrôlez les eaux, vous allez être sur une certaine île. Si vous contrôlez le vent, vous allez être sur une certaine île. Si vous avez des dons de soigneurs, vous serez sur une certaine île, etc. Et donc, en fait, quand vous arrivez à un certain âge, vous devez faire choisir la magie que vous allez apprendre à utiliser. Et il y a un mythe en fait, qui gouverne cette île, c'est que chaque personne ne peut avoir qu'une seule magie, parce que si une personne a deux magies, ça va créer un déséquilibre, et cette personne va se transformer en monstre et va renverser le monde. Donc tout le monde essaye de faire en sorte d'avoir accès à cette magie. Amora a la particularité, c'est qu'elle fait partie du coup de la famille Montara, qui est une famille spéciale. C'est pour ça qu'ils sont la famille royale, c'est qu'elle est la seule famille à avoir une magie particulière qui est la magie des eaux. Elle va utiliser les eaux pour pouvoir utiliser sa sorcellerie. Pour devenir la fameuse héritière, celle qui va devenir chef du royaume, donc la reine du royaume de Visidia, elle doit passer une épreuve qui va faire que le peuple l'accepte ou pas. Donc on va retrouver Amora quelques jours avant qu'elle passe cette épreuve, avec tout le stress que ça engendre, l'envie de réussir cette épreuve, d'être adoubée pour devenir reine, digne héritière, etc. Et on va apprendre au fur et à mesure de l'histoire que certains mythes et certains secrets lui ont été cachés au niveau de sa famille, même au niveau du peuple. Le peuple n'est pas au courant de toutes les histoires, de tout ce il y a certaines choses qui sont racontées qui sont des mensonges, d'autres qui sont des vérités. Et tout ceci va amener Amora à devoir aller voyager dans son royaume pour sauver son monde et sauver sa couronne. Voilà. Donc j'ai trouvé que c'était un très bon roman. J'ai trouvé que parfois c'était un peu flou dans certaines scènes. J'ai trouvé que c'était précipité sur certains points, que ça a manqué un peu de précision pour comprendre les enjeux et tout de certaines scènes. J'ai trouvé certaines lenteurs aussi. Je me suis attaché au groupe de personnages, ça c'est plutôt pas mal quand même. J'ai trouvé que Amora était un personnage assez intelligente, un personnage féminin assez important, qui ne se laissait pas faire, qui ne se cherchait pas à être la pauvre fille qui doit être secourue. Non, c'est quelqu'un qui prend des décisions, qui a envie de sauver son royaume et qui est prêt à tout pour réussir, qui a toujours la crainte de ne pas réussir à faire ses preuves, d'être un peu oublié, d'être délaissé, voilà. C'était vraiment un personnage bien construit, je trouve, Amora. Les autres personnages qui constituent le groupe de personnages qu'on va suivre sont aussi très bien construits, mais je trouve que Adaline Grace a vraiment fait la part belle à son personnage principal, et ce qui la rend plus attachante, plus humaine aussi. Après, c'est de la fantasy young adulte, voilà, ça se lit vite, il fait un peu plus de 400 pages. L'univers est bien construit, on comprend tout de suite où elle veut en venir, comment elle fait. J'ai trouvé que par contre la fin était un peu précipitée. La fin ouvre une porte à une suite, hein, donc bien entendu on a le tome 2 qui est sorti, normalement le tome 2 clôture tout, je l'ai dans ma palle aussi, il faudra que je le lise.
Mais voilà, je n'avais pas prévu de le lire à la base. Je me souviens que c'était un livre qu'on m'avait offert, que je n'avais pas prévu de le lire et je me suis laissé tenter et je suis pas déçu. Voilà, c'était une très bonne surprise. On a un peu de piraterie, on a un peu de sirène, on a un peu, voilà. J'ai passé un très bon moment. On a des petits retournements assez intéressants. On a des révélations plutôt bien faites, bien construites. On a des choses qui sont attendues, voilà, hein, ça n'a pas non plus cassé les codes de la romantésie, je pense qu'on peut dire ça, étant donné le genre du livre. Voilà, c'était efficace, c'était intéressant, j'ai passé un très bon moment. Est-ce que je m'en souviendrai dans 6 mois? Je ne sais pas. Mais voilà, j'ai envie quand même de lire le tome 2 qui est dans ma palle, donc heureusement que j'ai envie de le lire, parce qu'on se serait triste. Et voilà, j'aimerais quand même savoir le fin mot de cette histoire. L'idée est un peu originale, mais elle casse pas trois pattes à un canard non plus. Voilà. Et ensuite, j'avais eu la chance de gagner en concours le 13 de la mer d'émeraude de Brandon Sanderson au livre de poche. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un des 4 romans qu'a écrit Brandon Sanderson pendant le confinement. Donc il les a sortis, il commence à les sortir. Là, il va y en avoir un par saison. Je crois que le prochain sort en avril. Et en fait, avec Lully, on a pris la décision, parce que j'ai lu en lecture commune avec Lully, donc Stéphanie, des chroniques de Lully, de le lire directement à la sortie pour vraiment se faire l'avis le plus neutre possible, ne pas être influencé par les gens, et ça a été une très bonne idée. Dans ce roman, on va suivre Tress qui vit sur une toute petite île. Voilà, il n'y a pas de grande histoire, de grandiloquence. C'est une fille banale qui vit sur une petite île avec une famille un peu pauvre. Elle est nettoyeuse de vitres. Voilà, elle nettoie les vitres et elle est payée pour ça. Elle fréquente un jeune noble. En fait, elle nettoie les vitres de la maison de ces nobles, hein, de cette famille de nobles qui dirige l'île. Et elle est amie avec le fils du noble. Donc, le fils du noble dit qu'il n'est pas le fils du noble et elle dit voilà, ils se cachent chacun leur petit secret et ils vivent, voilà, ils vivent leur vie tranquille. Ils se racontent chacun des histoires d'aventure, etc., de rêves. Et en gros, un jour, ce fils de noble, je crois qu'il s'appelait Charlie, voilà, c'est ça, il s'appelle Charlie, va se faire kidnapper, il va être porté disparu, il va être kidnappé par la sorcière, et Tress ne va avoir qu'une seule idée en tête, c'est d'aller le secourir. Brandon Sanderson est très intelligent au niveau de la création de son univers, c'est qu'il est parti du principe que l'eau qui les entoure, hein, n'est pas de l'eau en fait, ce sont des spores, je crois qu'il appelle ça réellement des spores, ou il leur donne un autre nom. En fait, la particularité de ces spores, c'est que au contact de l'eau, elles ont un comportement différent selon la couleur du sport, etc. Donc en fait, Tress, quand elle monte sur son bateau, elle navigue sur des spores. Quand elle monte sur un bateau, elle navigue sur des spores qui sont verts, d'où Tress de la mer d'émeraude. Et en fait, ces spores, quand ils sont en contact avec de l'eau, font surgir des plantes vertes. Donc voilà. Donc Tress va vivre dans cet environnement. Vous vous doutez bien que le jour où il y a la pluie, c'est un peu problématique. Donc on va construire sur ça. Brandon Sanderson, il a vraiment eu l'idée de se réapproprier l'idée d'un conte. On est vraiment sur l'idée j'ai envie de dire, de la princesse qui se fait capturer, le chevalier qui va la sauver, etc. Sauf qu'il l'a tourné à sa manière, où en fin de compte, c'est le prince qui se fait kidnapper. Et c'est la jeune paysanne qui n'a aucune compétence, elle le dit clairement, elle n'a aucune compétence spécifique, elle n'a aucun talent, etc., qui va naviguer et aller sauver le beau prince des griffes de la sorcière. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça se passait bien avec lui, on l'a dévoré, voilà, ça se lit vite, c'est fluide, c'est du Brandon Sanderson, mais c'est un peu facile. On a trouvé que voilà, l'idée du conte, on voit venir à 5000 km les histoires, il y a un peu des péripéties, et certaines péripéties sont un peu réglées très rapidement, donc voilà. Un bon moment, je regrette pas de l'avoir lu. Voilà, c'était pas une découverte pour moi, la plume de Sanderson. Je l'avais lu dans Skyward, le tome 1, et dans Cœur d'acier. Donc voilà, j'avais déjà lu la plume de Brandon Sanderson. Et c'est vrai que c'est efficace à chaque fois, quoi. Ça fait le taf, on rentre tout de suite dans l'histoire, on est tout de suite emporté. Mais le défaut de faire
le style de narration du conte, c'est un peu prévisible, on va dire. Dans le schéma scénaristique, c'est prévisible du coup sur l'histoire. C'est un titre qu'on peut lire en one shot, voilà. Il fait partie de l'univers du Cosmere, donc pour ceux qui ne savent pas, c'est que Brandon Sanderson, tous ses livres sont reliés dans un univers qu'on appelle le Cosmere. Chaque œuvre peut être lue indépendamment, mais il y a souvent des références à d'autres œuvres. Je n'ai pas vu les références, mais je suis pas un expert de Brandon Sanderson. Je sais voilà, je l'ai lu de A à Z, il peut se lire facilement. Alors, la question c'est, est-ce que les 3 autres romans seront liés à celui-là? Normalement, il a fait en sorte que les 3 autres romans soient des one-shots, mais peut-être que du coup, on sera sur d'autres, dans ce même monde, à d'autres endroits différents, à d'autres périodes. On n'a pas plus d'infos que ça. Moi, ce que je sais, c'est que dans cette histoire, il y a un début et une fin, et que voilà, on reste pas sur notre fin. On a toutes les réponses qu'il nous faut, on a toutes les explications qu'il faut, là où il faut, et comme je vous ai dit, voilà, c'est un conte très facile, un petit peu du Magicien d'Oz, un petit peu du Peter Pan, un petit peu, voilà, un peu ce genre de conte-là, on mélange un peu la tambouille, et ça nous fait le 13 de la mer d'Émeraude sous la plume de Brandon Sanderson, qui rend tout ceci très accessible. Voilà, c'était mes 4 lectures de janvier. Il me reste du coup février et mars à vous faire en vidéo, sachant que février j'avais un peu plus carburé parce que j'avais déjà lu 10 livres en février je crois. Et là on est en mars et j'en ai lu à peine 2, mais j'en ai bien entamé 2 autres, donc je pense que je pourrais refaire encore un bilan de 4 lectures. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne semaine. À la prochaine, bye tout le monde.